certains aspects techniques, je pense que beaucoup de choses ont été présentées. Elles appellent sans doute beaucoup de questions, mais je pense que ce n'est pas l'objet de la table ronde que de reprendre ça. Je pense que ce qui est peut-être plus important pour la table ronde, c'est de revenir un peu en amont sur la question, mais au fond, ce sujet étant très technique, est-ce qu'il le mérite? Bon, on a compris que la régulation incitative, c'était comme la démocratie pour Churchill. On a la boîte à outils. Mais peut-être que finalement, il est utile de se reconvaincre que c'est un enjeu très concret et que c'est très très important pour la régulation ferroviaire. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être plutôt d'élargir vers les liens, ce qu'on n'a pas beaucoup fait, c'est-à-dire qu'on a plutôt regardé la régulation incitative de manière un peu interne, comment fonctionne la régulation incitative, et donc de plutôt aller vers les articulations entre la régulation incitative et d'autres aspects de la régulation. Alors, sur le pourquoi et remonter en amont, j'ai volé quelques slides qui étaient tombés d'un camion, mais qui peuvent... Aïe, je viens de faire une erreur. Oh. Donc, que j'ai emprunté à des gens qui ont fait de bonnes études, donc j'espère qu'ils me pardonneront de leur avoir volé leurs slides. Donc, essentiellement une étude d'Eurogroupe Conseil qui avait été présentée à la ICTL, je crois, il y a 2 ans. Et d'autre part, une note récente d'Yves Crozet qui doit s'appeler 30 fiches sur la réforme ferroviaire qui est tout à fait intéressante et que je vous conseille. Donc moi, simplement, je pense qu'à partir de ça, on voit quand même ça permet de redonner un sens concret à notre travail sur la régulation incitative. Pourquoi la régulation incitative? Bon, si on est en France, on a une situation, si on prend sur le fret, qui est anormale, à savoir que la France cumule un montant de trafic qui est finalement assez faible. Et d'autre part, sur la période des années 2000, une tendance qui a été plutôt à baisse du trafic fret. Cette configuration n'est pas du tout la configuration standard. La France est atypique en cumulant ces 2 aspects. Si on va un peu plus loin, c'est là où Crozet intervient. Il y a ces différents graphiques qui montrent la spécificité française. Or, ce qu'on voit, c'est que si on prend l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, ils ont plutôt surperformé par rapport, le fret ferroviaire a plutôt surperformé en trafic par rapport au PIB et à la production industrielle. Et au contraire, en France, le trafic fret a décliné beaucoup plus que ce qui pourrait s'expliquer par le PIB ou la production même industrielle. Donc si on cherche à expliquer cet écart et cette spécificité française, à quoi on peut penser? Alors, on ne peut penser à la politique des transports et on peut penser à la régulation, d'où on en vient automatiquement à la régulation. Et donc aux enjeux d'avoir une régulation qui peut permettre d'inverser ça. Alors si vous regardez le graphique France, vous savez qu'il a un peu inversé en 2012. Malheureusement, c'est vrai que la chute s'est stabilisée, mais vous savez que les résultats récents dans une conjoncture assez difficile sont quand même simplement, on n'a pas eu une reprise encore, contrairement à ce qu'on avait sur les autres pays qui ont eu plutôt tendanciellement des croissances de la fret ferroviaire. Donc je pense que ceci illustre simplement que la régulation, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux économistes. Alors, si vous regardez plus en détail, ce qui se passe sur le national et l'international, ce n'est pas la même chose. Mais donc, je pense qu'on est quand même encore à la veille du sursaut ou de la reprise, et que la régulation a un rôle tout à fait important à jouer si on veut inverser cette tendance qui nous a été spécifique. Donc la régulation ferroviaire, régulation incitative en général, comment la penser? Je pense que ça a été bien décrit. Si on réfléchit maintenant aux articulations, moi j'en ai vu 4, et donc au fond j'ai 4 personnes qui ont participé à la table ronde. Tout d'abord Martine Cave qui a fait l'introduction ce matin, que j'interrogerai un peu sur la réflexion qu'on doit avoir quand on met en place une régulation incitative avec la prospective qu'on fait sur le fonctionnement des marchés. Pourquoi je lui pose cette question? Parce qu'il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à une conférence de Martin Keyes sur les télécoms, où il expliquait très bien que la structure de la régulation des télécoms a pleinement intégré immédiatement une régulation incitative de type price cap, avec une notion qui était les coûts moyens incrémentaux de l'autre terme. Mais en réalité, quand on regarde la mise en œuvre, il y avait une deuxième idée qui était très importante, c'est que les régulateurs ont systématiquement cherché à favoriser une concurrence dans laquelle les entrants investissaient, c'est-à-dire c'était lié à l'idée de May Corbeil,
Et donc, au fond, la manière d'utiliser les RPI-X et la manière de prendre le X ne venait pas simplement de l'économétrie, mais venait aussi de l'idée qu'on se faisait du type de concurrence qui pouvait se développer sur les marchés considérés. En l'occurrence, l'idée, c'est que finalement, si les prix d'interconnexion étaient un peu élevés, ce n'était pas très grave parce que ça pousserait les gens à investir et c'est autour de ça que c'est construit. Le faire est sûrement spécifique à cet égard. Hein. Les perspectives de fonctionnement de marché sont la concurrence sur le marché pour le fret et l'international et plutôt la concurrence pour le marché sur les TER. Mais je pense qu'on doit se poser la question, au fond, quand on fait de la régulation incitative dans le secteur ferroviaire, comment on doit intégrer cette prospective sur les marchés et sur leur fonctionnement derrière. À Grégoire Marlot, qui vient de RFF, je reviendrai plutôt sur les questions de gouvernance, puisque en un mot, on nous a expliqué que la régulation incitative, au lieu de rembourser les inputs, on fixait le prix des outputs. C'était ça le grand changement. Bon. Derrière ça, il y a un aspect technique, comme je viens de le dire. En réalité, il y a un changement complet de paradigme qui fait que le gestionnaire d'infrastructure devient une entreprise qui va maximiser son profit qui devient un entrepreneur, qui va maximiser son profit avec des prix qui lui ont été fixés par le régulateur. Et donc, on se dit que ce n'est pas juste une modification technique de faire la régulation, c'est un bouleversement du fonctionnement interne et aussi des relations entre l'entreprise d'infrastructure et son écosystème. Et à contrario, on nous a montré ce matin que dans le cas de Royal Mail, ça avait selon les cas marché ou pas marché. Donc je poserai la question au fond à Grégoire Marlot de comment il ressent cette dimension de gouvernance et est-ce que le gestionnaire d'infrastructure est prêt en France à la régulation incitative et qu'est-ce qu'il devra lever comme obstacle pour cela. Ma troisième question ira à Michel Massony, qui est au titre du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Je sais plus quoi. C'est ça. Étant moi-même CEDD, je me perds, et affecté au CGDD, je me perds avec le CGEDD. Voilà, donc je voudrais plutôt venir sur l'articulation avec le technico-économique. Là, si je caricature, on est quelques économistes dans le collège, alors c'est assez simple, on voit un problème de plages travaux qui sont affectés, qui ne sont jamais utilisés, et on dit c'est une vision trop technique, il faudrait avoir une vision économique de l'équilibre du marché. On voit un problème de saturation, on se dit qu'il faudrait mettre à développer des processus d'enchères, on voit des sillons qui ne sont pas restitués et on se dit qu'il faudrait avoir un marché secondaire. J'aurais caricature, mais enfin on a un peu une tendance à systématiquement dire qu'il suffirait de remplacer une régulation technique qui conduit à beaucoup de sous-utilisation des capacités par une régulation plus économique et tout irait bien. Ceci étant, on sait que c'est un peu plus compliqué. Et donc j'interrogerai bien Michel Massony, qui a par ailleurs l'expérience aussi d'un autre secteur de réseau qui est le secteur électrique, un peu de nous dire au fond comment il voit un peu les warnings qu'il faudrait mettre sur l'articulation entre la bonne articulation entre technique et économique. Et puis enfin on a Thomas Kaufmann qui nous vient de la Commission européenne, à qui j'interrogerai plutôt sur une dernière interface qui est avec l'aspect institutionnel et comptable, en ce sens où on a parlé beaucoup de régulation incitative, on a donné l'impression que l'élément clé, l'élément de départ, c'était de mettre des price caps pluriannuels. Curieusement, les directives, même le recast, certes disent qu'il faut faire de la productivité, certes qu'il faut des instruments pour la qualité, disent un certain nombre de choses, ne disent pas tout à fait qu'il faut un price cap pluriannuel, j'en sais rien, c'est ce qu'il va nous préciser. Par ailleurs, porte beaucoup d'attention aux problèmes de séparation comptable, éventuellement aux problèmes de structure, et donc j'aimerais l'interroger sur, au fond, quelle est sa vision de la régulation incitative telle qu'elle ressort de l'état de l'art qu'est le recast et éventuellement au-delà. Voilà. Donc je propose, j'ai posé les 4 questions, donc maintenant je vais juste me retourner, je propose qu'on commence par Martinka, qui en plus devra peut-être nous quitter, si on dérape, donc je préfère que ce soit lui qui parle en premier. Voilà. Okay, well, thank you, Dominique. I'm feeling here rather the victim of the legendary French educational system when some clever person asks you an impossibly difficult question and you're immediately expected to demonstrate your fitness for being a senior member of the French establishment by giving a particularly brilliant and lucid answer. But
I'm afraid I have no training for this, so I'm almost bound to fail. I will, however, make some kind of halting response to, because it is a very interesting question. It's a question which potentially straddles the whole range of network industries, and a question which I think might lead us back to some of the data which Dominique presented about freight at the very end, after a slightly tortuous journey through the byways of the French rural railway network. First of all, let me just say something about telecoms. And I'm most impressed that Dominique wrote something which I said 10 years ago, which I'm struggling to parse in relation to my my well-recorded views about the telecom sector. But it is an interesting sector in many ways, because within it, the regulators in Europe, orchestrated by our friends in Brussels and the directives which were passed at a European level, have systematically encouraged the competing operators gradually to invest deeper and deeper into the telecoms network. So initially, the unbundling took the form of the competitors just basically reselling whatever it was that France Telecom did. But then the prices at which they were able to buy the various access products were progressively slanted to encourage them to do far more for themselves and to rely far less upon the legacy network, the historic monopolist. And the effect of that was really to sort of revolutionize the way in which telecom markets exhibited not only retail competition, but also full network competition. And I mean, the truth is, it was a pretty good success. It's sort of gone backwards a bit. Now everybody in telecoms is focusing upon installing fiber, because fiber appears to have rather stronger natural monopoly properties throughout the whole network than the ancient copper system was. And we have to get people to invest in fiber, whereas the copper system was there. It was a sunk investment, so basically the regulators could fix any price for it, and it wouldn't go away. Whereas with fiber, if they fix very low prices for access to fiber, then people just won't build it. So it's really a different kind of worms. I must confess, I've been racking my brains to see how this might work, parallel might work in relation to railways. To what extent might one encourage other parties to invest in them? There are obvious possibilities which I'm aware of relating to seeking co-investors in parts of the railway infrastructure. I understand there are discussions in the UK about where stations should be brigaded in the hierarchy of assets, who they should be under the control of. Should they be under control of the network operator? Should they be under the control of the service provider? There are also potentially interesting opportunities concerning the contestability of infrastructure developments. This is an issue which has arisen in a lot of network industries, and the suggestion is that when particular new discrete links are being built, there should be an opportunity for various parties to put up their ideas about how this should be done. The railway line which I use in the UK, its renewal, the so-called Chiltern line, was the renewal and speeding up of the infrastructure was several years ago. It was, I'm speaking very loosely here, partially outsourced to the service operator. I'm not sure with spectacularly good results. So that there are all these things, contestability. I have examined issues relating to making infrastructure investments contestable in a number of industries in a rather cursory way. I know this is a deeply controversial subject, so I'm probably going to be provoking responses, more or less angry. But my impression is that actually doing this
is in fact a darn sight more difficult than you might think. And it's partly because if you know who's going to be coordinating the investment, then that party can get on with it. If, on the other hand, you have to go through a very complex selection process to decide who's going to do it, and then once that's done, the ordinary work of hiring a civil engineering company and the tendering process that then has to succeed, that initial step, the process can take a very considerable amount of time. So I certainly wouldn't have any confidence in recommending that as a way of introducing, in a simple and straightforward way, competitive investments, or at least contestable investments, within the system. Just want to make a few remarks about parallels with energy, because we know that a major task confronting energy utilities is basically connecting new sources of energy and the costs associated with that. And these are really huge. As I said, I've been involved in constructing a price cap for Northern Ireland, which has a target of 40% renewable energy by, I think, 2025. And it therefore means that if this important policy objective has to be implemented, the regulator really has to become, in some sense, a supporter of the policy. And in looking at investment plans proposed by the transmission and distribution company, it has, and I think this is quite appropriate, that, and I'm sure in France nobody's going to contradict me from saying this, it's quite appropriate that a regulator should take very deep cognizance of what government policy objectives are, because the government, after all, has the democratic mandate. The regulator is more technical. An important independence has to be exercised in relation to those technical decisions, but within a framework of government policy. And so the lesson which I draw from that aspect of coordinating investment is that the regulator has to be a secondary mover. The prime mover's likely to be the power company concerned, the transmission company concerned, in actually dealing with those things. That doesn't mean that the regulator has to say to the company, spend what you like, the people will pay for it, because it's an objective government policy. The very opposite. It has to be done in an efficient way, but surely it has to be done. And so that takes me back finally to an observation about the rather disappointing performance of rail freight in France. And I must say, I do find that rather baffling, because my experience as an observer of freight trains chugging through my local station, and also an occasional observer of the stats, which, as we saw in the UK, show considerable increases in that, is that there's every reason to believe that transferring freight from roads to railways is a win for just about everybody on the planet. I mean, almost literally everybody on the planet, in view of the environmental consequence for it. And so I think it's a very pertinent question, to which I have no idea what the answer is. Why has that happened? And are there ways in which it's possible for the infrastructure management and the regulator to sort of get a grip of the situation and identify precisely what the problems are? Because that strikes me as being one of the areas where, in an ideal world, you'd expect, assuming that is an important element of French government policy, that a combination of coordinated activities between those two parties could actually make a difference. So I guess my conclusion is I'm, to some degree, pessimistic, based upon my limited knowledge of railways, about the degree of true contestability within infrastructures, except possibly within the stations issue, which I've already mentioned. But at the same time, it does seem to me that shaping investment plans in the direction of government policy goals is a perfectly legitimate and necessary activity.
I particularly like to see the French railways bursting with freight trains in the future. Merci beaucoup. Je pense que Grégoire, tu peux à la fois réagir sur la question que je t'avais posée et éventuellement sur ce que vient de dire Martin. Oui, alors je vais essayer parce que les échanges ont été très riches aujourd'hui et notamment depuis. Tu as dit déjà beaucoup de choses et Martine Kiev aussi, donc ça va être difficile de répondre à tout. Moi, j'ai vraiment entendu je trouve que ce colloque a été très très intéressant et j'ai entendu des choses extrêmement stimulantes aujourd'hui. Simplement, quand je me tourne vers le système ferroviaire français tel que je le connais depuis presque 10 ans. Maintenant, je constate qu'on est vraiment très loin de tout ça. Alors pour autant, ce que je voudrais partager avec vous, c'est plutôt une note d'optimisme. Alors j'ai aussi une note d'inquiétude que j'évoquerai après, mais pour répondre à Dominique, c'est plutôt une note d'optimisme. Alors pourquoi une note d'optimisme ? Puisque je suis assez convaincu que la réforme en cours pose les bases d'un système de régulation vertueux. Et je rejoins le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, puisque on a bien compris ce matin que pour avoir des incitations efficaces, il y a un prérequis, c'est d'avoir des objectifs clairs et assumés par l'ensemble des parties prenantes. Et M. Stern nous disait finalement, s'il n'y a pas d'objectifs clairs, les négociations entre l'État et les entreprises sont des négociations générales qui ne révèlent aucune information. À l'inverse, si on a des objectifs clairs, on peut rentrer dans la mécanique qui fait la performance des entreprises et les inciter à plus d'efficacité et à améliorer leur performance. Dans le cas français, force est de constater qu'on n'a pas d'objectifs clairs. Et ça, depuis très longtemps, ni les opérateurs de transport, ni le gestionnaire d'infrastructure n'ont des objectifs clairs sur ce qu'ils doivent faire, par exemple en termes de performance du réseau. Regardez, donc je parlais de ma fenêtre de gestionnaire d'infrastructure, on n'a pas d'objectif de disponibilité de l'infrastructure, encore moins d'objectif de disponibilité de l'infrastructure pour certaines activités. Je pense au fret en particulier, j'y reviendrai. On n'a pas d'objectif de régularité. Il y avait une mesure qui a été introduite dans le contrat de performance précédent, mais ça n'a pas fait l'objet d'un système d'incitation. Donc on est dans un système où il y a très peu d'objectifs et finalement cette absence d'objectifs et cette relative asymétrie sur la performance réalisée et les coûts de cette performance, elle arrange aussi un grand nombre d'acteurs puisque et là c'est peut-être une des spécificités du secteur ferroviaire par rapport au secteur des télécoms ou de l'énergie dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le ferroviaire est quand même un domaine, un secteur dans lequel le service public est prédominant. On fonctionne essentiellement avec des recettes, des subventions publiques. Et donc, dans un secteur qui est aussi largement subventionné, qui répond très largement à des logiques de service public, qui ne sont pas toujours explicites. Je reviens sur ce sujet des objectifs qui ne sont pas précis. Il y a évidemment une question qui se pose qui est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver dans les télécoms et dans l'énergie. Pour vous donner quelques exemples de cette absence d'objectifs clairs, typiquement, alors je prends un exemple chez les opérateurs, vous connaissez tous le TGV, vous l'avez tous pris. Il n'y a pas de logique de service public dans le TGV, ça n'est écrit nulle part. Et il y a une régulation du prix du billet, sur le prix des billets de seconde classe, mais c'est tout. Et il n'y a pas vraiment d'objectif de volume, de transport ou de qualité de service. Enfin, tout ça n'est pas suivi. On a un opérateur qui est quand même en monopole, mais qui se comporte pas finalement, qui n'est pas régulé comme un monopole et qui se comporte pourtant pas vraiment comme un monopole, puisqu'il assure un grand nombre de dessertes qui sont plus ou moins rentables, voire pas rentables, des intersecteurs, des low cost, etc. Et in fine, on a des tarifs, si on compare les tarifs français du TGV avec le reste de l'Europe, on a des tarifs qui sont plus faibles qu'en Allemagne, qui sont plus faibles qu'en Espagne, qui sont plus faibles qu'en Grande-Bretagne. Donc, implicitement, on voit bien qu'on a un opérateur qui répond d'une certaine façon à des objectifs de service public, mais qui n'ont jamais été fixés explicitement. Il y a une forme de pression politique, de pression de l'opinion publique. On le voit bien chaque fois que la SNCF augmente ses tarifs, ça fait la une des journaux. Donc pourquoi ces objectifs ne sont pas assumés ? Parce que ils sont financés aussi par des péréquations implicites et personne n'a vraiment envie de voir combien coûte le service public qui est offert.
Un autre exemple qui nous rapproche du réseau, vous savez que RFF est le plus gros investisseur français. On investit plus de 6 milliards par an. Sur ces 6 milliards, il y a seulement 2,5 milliards pour le renouvellement. Et 2,5 milliards, aujourd'hui, on commence à se dire que c'est à peu près 1 milliard de moins que ce qu'il faudrait. Parallèlement, on investit 3 milliards et demi dans le développement. Et pour ces 3,5 milliards d'investissement de développement, il y a un peu plus de 2 milliards de subventions publiques. Donc on se posait la question, finalement, on a un réseau qui est vieillissant et qui a un retard de renouvellement important. Pour autant, les subventions publiques sont largement orientées vers le développement. Là aussi, il n'y a pas de choix explicites qui sont affichés puisqu'on n'a pas d'objectif. Comme l'évoquait Andrew Smith tout à l'heure dans sa présentation, quand on mesure la performance et quand on fait du benchmark, on introduit des données comme l'âge du réseau, le vieillissement des composants, la fiabilité, etc. Bon, tout ça entre pas en ligne de compte. Un dernier exemple pour rejoindre le point qu'évoquait Dominique Bureau en introduction sur le fret. Nous sommes tous conscients que la qualité de service du fret qu'on offre au fret est pas satisfaisante. Et si on veut offrir une meilleure qualité de service au fret, d'un point de vue technique, ça signifie deux choses. Il faut améliorer la disponibilité du réseau pour cette activité. Donc ça veut dire adapter la durée des plages travaux. Et il faut s'assurer ensuite qu'elles sont bien respectées. Et tout ça, ça a un coût. Les plages travaux plus courtes, elles sont moins productives. On passe plus de temps à déballer, à remballer le chantier et on travaille moins longtemps. Si le gestionnaire d'infrastructure n'a pas un objectif clair de disponibilité pour le fret ferroviaire, il n'a aucun intérêt à faire les efforts nécessaires pour améliorer cette disponibilité, dans la mesure où un calcul purement économique le conduit à confronter d'un côté les pertes de recettes du fret ferroviaire. Or, on sait que le fret ferroviaire aujourd'hui paye à peine moins de la moitié de son coût marginal, donc on perd de l'argent. Et de l'autre côté, les surcoûts des plages travaux. Une plage travaux plus courte, ça coûte 25% plus cher, si on passe de 6 heures à 4 heures en gros. Donc on voit bien que l'arithmétique se comprend bien et on comprend bien pourquoi la qualité de service du fret n'est pas bonne en l'absence de reconnaissance d'un objectif de service public qui serait d'avoir une disponibilité du réseau meilleure pour le fret. Mais fixer cet objectif, ça supposerait quand même de reconnaître que cet objectif a un coût et de mettre en face d'éventuelles subventions publiques. Alors, la note d'optimisme que j'évoquais en introduction, c'est que dans la directive 2012-34 qui a été publiée donc en 2012 et le projet de loi qui est en cours et qui la transpose en partie en droit français, on a une amorce d'évolution assez positive. La directive et le projet de loi prévoient que l'État va publier une stratégie de réseau indicative qui aura fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Ça paraît anodin comme ça. Ce que ça veut dire quand même, c'est que l'État aurait dû regarder avec l'ensemble des parties prenantes quels sont les objectifs de performance du réseau qu'on se fixe pour les années à venir. Et sur la base de ces objectifs, si chacun joue son rôle, le gestionnaire d'infrastructure proposera un plan d'entreprise au régulateur et qui précisera les politiques industrielles qu'il va mettre en œuvre, les politiques d'investissement, les indicateurs qui permettront le suivi de ces objectifs. Et enfin, dans la discussion, il y aura une discussion entre l'État et le gestionnaire d'infrastructure sous le regard du régulateur qui validera le contrat. On va signer un contrat pluriannuel. Donc, on amorce quelque part une évolution qui est vertueuse parce qu'elle va conduire à préciser les objectifs de performance et à mettre en face des indicateurs qu'on n'a pas aujourd'hui, de développer les systèmes d'information qui permettront de suivre ces indicateurs, parce qu'on ne les a pas toujours non plus aujourd'hui, et petit à petit de mieux suivre la performance du système et de mieux évaluer ses coûts et de mieux financer l'ensemble de nos activités. Mon inquiétude, qui est mon deuxième message, c'est que si je reprends l'exemple du fret, finalement, une bonne régulation, et ça on l'a assez largement évoqué, et c'était un des points que Dominique Bureau mettait en avant, l'inquiétude c'est que pour que ça marche, finalement, un système d'incitation comme ça, il faut que l'ensemble du fonctionnement du marché, c'est la régulation globale du secteur, soit efficace. Et les exemples des télécoms et de l'énergie qu'on a abordés aujourd'hui portent sur des secteurs qui sont ouverts à la concurrence.
Et aujourd'hui, la concurrence, pour RFF, c'est 3% de notre chiffre d'affaires. Hein. Ce qui est ouvert à la concurrence, aujourd'hui, c'est 3% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où il y a de la concurrence. Or, en 2019, les TGV vont être ouverts à la concurrence. Là, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est presque 50%, pas tout à fait 50%, 40% de notre chiffre d'affaires. Les TER, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Ils vont être ouverts à la concurrence aussi progressivement. Et ça soulève des questions parce que les incitations qu'on va mettre en œuvre, qu'on doit mettre en œuvre dans le cadre, notamment les incitations du GI pour améliorer sa performance, elles ne sont pas les mêmes si on est dans un système en monopole ou dans un système en concurrence. Et je dirais même les modalités d'ouverture à la concurrence des différentes activités vont impacter assez fortement la façon dont on va les traiter en termes de performance du réseau et en termes de tarification. Pour terminer, juste un petit mot sur la tarification. On a beaucoup travaillé depuis quelques années sous la pression du régulateur avec Jean Tirole et ses collègues toulousains sur ce que pouvait être une tarification optimale de l'infrastructure ferroviaire. Et on a abouti à une conclusion assez peu satisfaisante, c'est que dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, en tout cas pour le TGV, c'est-à-dire un monopole qui est régulé, parce qu'on voit qu'il est régulé, mais dont la régulation est pas claire et probablement assez imparfaite et assez peu compréhensible, on ne sait pas vraiment définir quelle est la tarification optimale. On n'a pas, les économistes n'ont pas de réponse là-dessus. Et ça montre bien que si on veut optimiser le fonctionnement du système en termes de performance, mais aussi en termes de tarification, il faut trouver des modalités d'ouverture du marché qui seront les plus favorables. Et notamment qui permettront peut-être de maximiser la part qu'on fait payer à l'opérateur aux voyageurs. Et mon inquiétude, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ce qui s'amorce aujourd'hui, dans le cas de l'ouverture à la concurrence des TGV, c'est plutôt une ouverture en open access. Et compte tenu de l'économie des opérateurs, des économies d'échelle qui sont assez présentes dans ce domaine, il me semble que ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura très peu de nouveaux entrants, voire pas du tout, et que la solution qui risque de s'imposer dans ce cadre-là, ça sera de baisser les péages pour permettre l'entrée de nouveaux entrants. Et à ce moment-là, on sera tous perdants, parce qu'on aura une concurrence qui sera toujours limitée, des opérateurs qui rentreront sur le marché mais qui seront moins efficaces. Donc globalement, on aura des coûts qui seront plus importants et on aura perdu une source de financement assez importante parce que finalement, les usagers bénéficieront d'une baisse de coûts mais ne contribueront plus au financement alors qu'on n'a pas les moyens par ailleurs de mobiliser les subventions publiques nécessaires. Donc voilà, une note d'optimisme parce que je pense que le système va dans le bon sens en termes de gouvernance et de régulation en laissant de plus en plus de place à un système concerté, contractualisé, et avec un rôle croissant de l'ensemble des parties prenantes et notamment du régulateur, mais en même temps une note un peu d'inquiétude parce que ce que je vois venir en termes, en tout cas les enjeux de l'ouverture à la concurrence qui sont encore devant nous sont extrêmement importants et je dirais qu'on est en 2014, c'est dans 5 ans. J'ai pas l'impression, je dirais qu'il faut vraiment se pencher sur ces questions très vite pour faire les choix et au moins savoir ce qu'on veut réellement dans ce domaine. Bien, bon, alors c'est mon tour, merci Dominique. Le sujet tel que je l'ai compris, c'est finalement l'articulation de la régulation avec les aspects socio-économiques. Alors le sujet est extrêmement pertinent, c'est peut-être même dans les transports, peut-être aussi dans l'eau d'ailleurs, s'il y avait une régulation, que le sujet de la liaison entre le socio-économique et la régulation est le plus pertinent, parce que la régulation d'autres domaines dont il a été question, l'énergie, les télécoms, repose sur d'autres facteurs, parce que ces domaines sont très peu subventionnés, et donc il y a très peu d'interaction entre l'intérêt public représenté par l'État ou la puissance publique subventionnante et le résultat du marché. Bon. Donc les transports, de ce point de vue-là, sont une spécificité et il est probable qu'il faut faire de la régulation
non seulement pour limiter le profit du monopoleur, ce qui est l'objectif principal dans l'énergie et les télécoms, mais aussi pour se rapprocher de l'intérêt public, ce qui suppose une interaction entre ceux qui sont censés le représenter, c'est-à-dire essentiellement les élus ou l'administration sous l'autorité d'un ministre et le régulateur qui par définition est indépendant. Alors, le sujet est difficile quand même, Dominique, merci, parce que entre le calcul socio-économique étant lui-même une discipline compliquée si on veut bien l'exécuter, et la régulation, bon, il a tellement été écrit dessus qu'on pourrait se dire, il n'y a plus rien à dire. Hein. On a parlé de Lafon et Tyrol, on peut citer Sappington et Armstrong, ils ont déjà été cités, puis il y en a une longue liste. Donc on pourrait se dire, tout a été écrit, il n'y a plus qu'à le faire. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que la pratique de la régulation, mais l'autorité de régulation des activités ferroviaires le sait bien, c'est une fois qu'on a compris les principes, la manière de faire. Et la manière de faire, elle est spécifique du secteur. Alors je voudrais citer un exemple parce que j'ai effectivement une expérience dans la régulation de l'énergie. Un exemple de la manière dont on peut redoutablement se tromper. Je m'en excuse auprès du représentant de la Commission européenne, en méconnaissant les grands principes de l'économie. Sauf erreur de ma part, je ne sais plus si c'est en 2003, il y avait une première directive en gaz et en électricité, en 99. Et donc on a créé un régulateur français de l'électricité en 2000. Et puis quelques temps après, il y a eu un deuxième paquet, 2003-2004 si ma mémoire est bonne, qui était nécessaire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je parle d'une époque révolue, donc j'en parle très librement, parce qu'il y a eu un nouveau paquet, alors qui lui est plutôt mieux réussi et qui a corrigé bien les défauts. Le point que je veux mettre en avant est le suivant. Il y avait une grande question, et je crois que cette question demeure, on la rencontre ici dans le ferroviaire, ça a été dit, de la tarification de l'infrastructure. Alors cette question avait été plus ou moins résolue dans les télécoms, et les directives relatives aux télécoms avaient inclus parmi les obligations des régulateurs des télécoms la tarification au coût marginal incrémental de long terme. Et on a vu arriver, sans crier gare, l'intégration de la notion de coût marginal incrémental de long terme dans l'électricité. Ce qui était une erreur économique majeure. Car la notion de coût marginal incrémental de long terme trouve sa pertinence dans les secteurs d'activité où on a un progrès technique continu et futur qui permet d'espérer qu'on va baisser les coûts. Donc la projection sur le long terme induit une pression, y compris sur le renouvellement des équipements, dans l'industrie de réseau. Dans l'électricité, ça n'est pas, en tout cas pour le transport de l'électricité, c'est absolument pas le cas. Toutes les séries de données montrent l'accroissement très très important des coûts avec le temps des lignes à très haute tension que l'on veut construire, alors pour des tas de raisons dont certaines sont très bonnes, comme la protection accrue de l'environnement et les soucis légitimes des populations surplombées. Dans le domaine ferroviaire, soit dit en passant, reposer le même principe, ce qui je crois n'est quand même pas d'actualité parce que les gens ont été instruits par l'erreur dans l'électricité, serait assez largement hasardeux dans la mesure où quand on prend les coûts des lignes à grande vitesse, ils croissent uniformément dans le temps et même assez rapidement, pour des raisons assez comparables d'ailleurs à celle des lignes à très haute tension de transport d'électricité. Donc il faut absolument, dès qu'on entre dans la pratique de la régulation, bien comprendre les déterminants de l'industrie à laquelle on s'adresse. Alors, ça veut dire que la bonne régulation, au-delà des grands principes que les grands auteurs ont déjà établis depuis longtemps et auxquels il faut évidemment se plier, elle doit tenir compte de la structure des coûts du secteur régulé, et c'est évidemment pas la même dans les télécoms, dans l'énergie et dans le chemin de fer. Et puis elle doit quand même, et ça va être mon deuxième point, reposer sur la vision du futur de l'industrie. Alors je me permettrai de parodier un autre grand économiste français, cette fois Marcel Boiteux, qui nous enseignait que la tarification publique
qui est un des duties du régulateur, en tout cas, qu'il ait la décision finale ou qu'il la prépare, l'un des éléments de son activité, c'est d'établir une tarification publique ou d'infrastructure publique qui ait un fondement économique sérieux. Et ce que nous disait Boiteux, c'est il ne faut pas refléter le passé, il faut se projeter dans le futur. Je crois que tout le monde en est d'accord. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision stratégique de l'industrie qu'on régule. Alors, dans l'énergie ou dans les télécommunications, cette vision, elle est partagée avec les industriels. Dans le domaine du ferroviaire, on a une complexité supplémentaire qui est que cette vision, elle doit être partagée avec les autorités organisatrices. Que ce soit l'autorité organisatrice nationale, qui est donc le ministre des Transports dans notre pays, ou des autorités régionales, s'il s'agit de développer des réseaux d'envergure locale ou régionale, à ce moment-là, on va s'adresser aux conseils régionaux. Alors, parmi les sujets compliqués qu'il faut traiter, on sait relativement bien traiter, je dis relativement parce qu'on peut citer pas mal de contre-exemples, le développement des lignes à grande vitesse en France. Bon. Cela dit, le poids du calcul socio-économique dans la réalité des prises de décision peut être discuté, mais ça fait l'objet d'un colloque entier, donc je n'irai pas dans de longs développements là-dessus. Mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que si on regarde ce que doit être le futur de l'industrie ferroviaire, en tout cas de réseau ferroviaire, les problèmes qui vont prendre de plus en plus de poids, je crois que Grégoire Marlot l'a indiqué, sont les problèmes de rénovation et de régénération du réseau. Et à partir de là, tous les bons spécialistes savent que nous n'avons pas les mêmes outils d'analyse socio-économique de l'intérêt de la régénération des réseaux ferroviaires, disons à la hauteur de ou à la technicité de ce que nous avons pour faire l'évaluation socio-économique d'un projet de développement de lignes à grande vitesse. De façon très, très synthétique, on développe une ligne à grande vitesse quand on peut lui imputer des gains de temps qui se traduisent en un accroissement du surplus de la collectivité. Dans le domaine de la régénération, c'est généralement pas le gain de temps qui va motiver la régénération, mais l'amélioration de la qualité, et ça nous renvoie à un problème aujourd'hui encore mal résolu, qui est celui de la valorisation socio-économique de l'amélioration de la qualité. Bon, donc là, nous sommes quand même face à un problème qui est spécifique au ferroviaire. Alors, si j'ai bien compris la question, on nous dit, de Dominique Bureau, liaison, calcul socio-économique, régulation. Alors, je rappellerai quand même que si on veut faire du calcul socio-économique, selon les canons de l'économie publique, soit on doit connaître la fonction d'utilité collective, ça c'est un exercice douteux, donc on va oublier rapidement, soit on passe par le calcul des surplus. Alors là déjà, on a entendu ce matin la représentante de l'ACRE dire « Oui, mais ça c'est une notion qui n'est pas maîtrisée par tout le monde, donc elle est difficile à vendre. » Bien, donc ça va assez mal. Alors bon, les ingénieurs et les économistes et les ingénieurs économistes, il y a l'intersection des deux, manipulent quand même à peu près, en tout cas dans les transports, la notion de surplus. Donc ils peuvent essayer de faire les calculs avec la notion de surplus et vendre le résultat de la façon la plus intelligente possible. Le résultat n'est pas garanti. En revanche, je pense que ce qui a été dit ce matin, notamment par Martin Cave, sur la méthodologie d'inciter incentivizing the output, c'est-à-dire d'inciter au bon résultat, si j'essaie de donner une mauvaise traduction, est probablement la bonne solution pour vendre des méthodes un peu rationnelles de tri entre les différentes actions que le régulateur peut vouloir inciter. Alors, évidemment, en sous-jacent, il y aura le calcul socio-économique, mais si on arrive à le connecter, et si on se donne un peu de mal, on y arrive, le résultat du calcul socio-économique avec les effets attendus par les utilisateurs ou les tiers à l'infrastructure, alors on peut peut-être obtenir des résultats. Une manière de faire, et j'en terminerai là-dessus, et là on est en train de quitter l'économie pour se tourner presque vers la sociologie, c'est que la méthode finalement à la Little Child
qui consiste à faire se fonder sur le résultat de la négociation entre le gestionnaire de réseau et les utilisateurs, ou le gestionnaire d'infrastructure, puisque c'était pour la régulation des aéroports, si ma mémoire est bonne, entre donc le gestionnaire d'infrastructure et les utilisateurs de la dite infrastructure, c'est peut-être une solution. Cela dit, il ne faudra probablement pas la survaloriser. Et mon sentiment, mais alors là, c'est vraiment un sentiment qui n'est fondé sur aucune étude, qu'elle soit économique ou sociologique, c'est que le régulateur doit être l'organisateur. Il ne peut pas être simplement observateur de l'extérieur de ce type de négociation. Il faut qu'il l'organise de la façon la plus neutre possible. Et j'allais dire, d'une certaine manière, là, il se transforme un peu en commission du débat. Et il l'oriente de telle sorte à ce que le débat aboutisse à quelque chose d'exploitable pour ses actions de régulation. Et là, on a quitté le domaine de l'économie pour entrer presque dans celui de la sociologie politique, sauf que le résultat est peut-être une bonne approximation, le résultat de ce type de négociation, d'une sorte de fonction d'utilité collective, et on retrouve le calcul économique public par un biais que je reconnais un tout petit peu détourné. Voilà ce que je pouvais dire sur la question un peu difficile que me posait Dominique. Je réponds déjà. Voilà, merci. Alors, vous avez mentionné plusieurs fois le nouveau cadre réglementaire européen avec la refonte qui doit être transposée à partir de l'année prochaine. Il est vrai que la refonte contient très très peu sur le système d'incitation. Il y a juste un petit paragraphe qui dit que un tel système d'incitation pour réduire les coûts et les tarifs doit exister. Oui, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Mais on a vu dans les procédures d'infraction qu'on a fait, parce que cet article existait déjà depuis 2001, mais il n'a pas beaucoup été respecté et les États membres ne savaient pas quoi faire avec cet article, pour être honnête. Donc, nous avons initié des procédures pour obliger les États membres qui étaient réticents à introduire ce système. Et mais la seule chose qu'on a pu faire, c'est de viser les systèmes qui, évidemment, de toute évidence, ne correspondaient pas à cet article. Par exemple, il y avait des systèmes où les États membres où nous ont répondu, voilà notre système, nous avons des objectifs de sécurité, accidents, etc. Et puis on a demandé, oui, mais où sont les incitations? Vous avez un très beau système avec des objectifs, mais comment incentiver le gestionnaire? Et là, il nous dit non, mais de toute façon, notre gestionnaire, il reçoit déjà beaucoup d'argent de l'État. Donc, si on lui donne encore plus, ça ne va pas être accepté. Et là, on a dit oui, mais ça serait peut-être dans votre intérêt, vous, les États membres, à incentiver les gestionnaires, parce qu'il y a certainement une certaine marge pour faire des économies. Dans tous les États que nous connaissons, il y a une énorme marge pour faire des économies. Il y a des coûts qui ne sont pas nécessaires. Et c'est votre chance comme État membre d'introduire ces systèmes, parce que ça vous permettra après de réduire vos subsides qui viennent de l'argent public. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer théoriquement, mais qui est très difficile à accepter pour les États membres. Mais vous avez raison, on est assez loin, comme vous l'avez dit, pas seulement en France, mais à part la Grande-Bretagne, d'où on a repris tous ces concepts, notre directive est pratiquement une cumulation de recettes qui ont été découvertes en Grande-Bretagne. On les a repris avec des formulations relativement générales dans notre législation. Mais le problème, c'est que c'était des formulations qui ne sont pas claires en soi, qui ne contiennent pas des détails. Et donc là, il fallait, avec des procédures, avec des études et tout ça, essayer de s'approcher un peu de ce modèle britannique, parce qu'il est vrai qu'une chose qui a été bien faite en Grande-Bretagne, du point de vue des coûts et de la transparence, c'est qu'on a réparti les différentes fonctions.
Et plus vous avez réparti les fonctions, plus facile il devient de constater les coûts pour les différentes fonctions. Dans un système où vous avez tout, dans une grande société, la gestion de l'infrastructure, l'investissement, l'opération de transport, de fret, de passagers, là vous avez et qui sont en plus subventionnés par l'État, vous avez des problèmes énormes pour constater quels sont les coûts pour quelle activité. Donc, c'est à partir de là où nous avons développé notre politique, et Grégoire Marlot l'a déjà mentionné. Maintenant, on a fait un grand pas en arrière avec la stratégie de développement, où les États doivent d'abord se rendre compte qu'est-ce que je veux de mon système ferroviaire. À quoi est-ce que je veux aboutir? Est-ce que je veux avoir plus de passagers, plus de fret? Et si je veux avoir ça, quelle est l'infrastructure qu'il me faut? Où sont peut-être les infrastructures que je peux abandonner, dont je n'ai plus besoin? Et tout cela doit aboutir dans des tâches aux gestionnaires pour développer son plan, qui doit correspondre, et aussi même les périodes sont identiques, ce sont les 5 ans. Et sur la base de ce plan du gestionnaire, il doit y avoir un contrat multiannuel qui décrit quels sont les fonds de l'État, qu'est-ce que le gestionnaire doit faire avec ces fonds, mais qui contient aussi ce système d'incitation pour réduire les coûts à long terme. Et là, la législation ne dit rien si ça peut être. Nous avons aujourd'hui appris qu'il y a beaucoup de types différents de systèmes d'incitation, cost plus, etc. Tout ceci est possible dans notre législation, price cap. Et elle ne dit pas comment c'est fait. L'important, c'est que ça doit aboutir à des économies dans les coûts, mais aussi dans une réduction des tarifs. Donc, et en plus, vous avez mentionné ce qui est très important comme nous avons toujours des groupes intégrés et des systèmes qui remplissent beaucoup de fonctions différentes, nous avons besoin de cette transparence des coûts. Nous avons créé la possibilité pour les régulateurs, parce que vous parlez du cas anglais, où le régulateur a cette compétence de contrôler les coûts, d'appliquer le système d'incitation. Il représente l'État dans la négociation du contrat multiannuel. Ça, c'est une situation complètement différente dans les autres États membres. Le régulateur n'a pas du tout cette fonction dans les autres États. Et c'est ça qu'il faut. Et on parle beaucoup de régulation en citant l'exemple anglais, mais il faut bien considérer qu'il y a vraiment un système complètement différent. Parce que la régulation dans les autres pays, c'est réguler les discriminations et les tarifs. Ça va déjà beaucoup loin, et beaucoup de régulateurs n'arrivent pas à contrôler les tarifs. Ils n'ont pas les données de coûts, parce que les opérateurs ne leur donnent pas les données. Nous devons, alors, ça c'est vraiment la première chose, ce serait de permettre aux régulateurs de connaître les coûts. Et c'est pour ça qu'on a introduit cette séparation des comptes, et la nouvelle compétence du régulateur sous la refonte est de contrôler cette séparation des comptes, éviter des subventions croisées, et il y a une obligation pour les gestionnaires de faire des comptes de régulation. Jusqu'ici, il y a uniquement les comptes normaux sous le droit commercial. Et dans l'avenir, ils doivent produire des comptes de régulation. Et là, et ça sera très important pour les régulateurs, utiliser bien cet instrument, parce que là, ils peuvent vérifier tout ce qu'ils veulent pratiquement. La formulation de la fonte est très large. Ils peuvent voir quelle activité, quel coût, est-ce que c'est efficace ou non. Donc, ils peuvent poser toutes les questions. Ils ont les sanctions, parce que ça a été aussi mentionné. Ça ne sert à rien si le régulateur n'a pas les sanctions. Je vois par exemple le régulateur allemand essaie depuis beaucoup d'années de réguler les tarifs. Jusqu'ici, ce n'est pas parce qu'ils sont inefficaces ou incapables qu'ils ne sont pas arrivés, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas reçu les données.
Et ils n'avaient pas vraiment les moyens à demander ces indications. Maintenant, ils auront ces moyens. Et là, donc, ils peuvent tout demander. Et ça serait très important. Ça sera difficile pour les régulateurs. Ils n'ont pas l'habitude. Dans le plus grand nombre de cas, nous devons les aider à remplir ce nouveau rôle. Et je crois que c'est très important pour un premier pas, reconnaître quels sont les coûts pour après essayer de les réduire avec des systèmes d'incitation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être le temps pour quelques questions de la salle, en profitant que nos invités sont encore là, je ne sais pas. Oui. Thank you. I have a question for the French members of the panel, including Dominique Bureau. It's often found in policy developments that a useful way of getting a grip on those policy developments is to ask, first of all, what is the purpose of the change? And then secondly, to set a few, maybe three or four, clear objectives that should be met within 3 or 4 years. So if we take the title here of the theme of this meeting about introducing incentive regulation into network industries for the French rail industry, what is the main purpose of doing this? And secondly, what are the three or four kind of key objectives? Now, to some extent, this question arises from Grégoire Marlot's kind of comments, but it is more general, and I would suggest that in terms of taking things forward, and including the EU directive, this mental discipline you might find useful, and I would be fascinated to hear your initial responses. But the answer will only... Si tu peux répondre en français, hein, je pense. Enfin, c'est comme tu veux. No. The answer will only engage personally. I am not... now I am a general inspector, so I am not operational at all. Well, I think that the main idea for incentive regulation in the specific situation of railway network in France is increasing productivity. I think it's the case for some other networks in Europe, but we have a crucial issue in France for that. So the main objective should be that. And we will have to improve knowledge of costs. And the help of the European Commission and the future directive will certainly be essential to help the French regulator to do that. When I was appointed by the French energy regulation, we very much appreciated the possibility to go in depth in EDF costs. And it was very efficient. And as Cécile Georges mentioned this morning, we obtained some significant results in the reduction of costs. For example, by the obligation that we were the first in Europe to put on grid operator to buy on the market the electric energy for the compensation of electric losses in the network. So this aim at the reduction of costs is probably, in my opinion, the main aim for the regulator. But some other French participants can have another point of view.
Oui, je partage tout à fait ce qu'a dit Michel Massoni, puisque dans le contexte qui est le nôtre, avec le déficit d'1,5 milliard de financement du réseau existant et les objectifs qui nous sont fixés dans le cadre de la réforme actuelle, qui sont de faire, ce n'est pas un secret, c'est de faire 500 millions d'économies dans les 5 prochaines années. Évidemment, la productivité va être au cœur de notre action. Mais pour moi, il y a un préalable, et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en évoquant l'idée qu'il faut des objectifs précis. Le système ferroviaire français a vraiment beaucoup souffert du fait que il a été géré d'une façon budgétaire, on lui donnait plus ou moins de ressources, et en fonction des ressources dont il disposait, il ajustait sa production et la qualité de service, sans que ça se voit trop d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a, pendant 30 ans, accumulé un retard de renouvellement très, très significatif qui a conduit à la dégradation de l'état du réseau qui est le nôtre aussi. Et qui pose aujourd'hui des problèmes de fiabilité, des problèmes de sécurité, mais qui sont passés relativement inaperçus pendant très longtemps. Donc, je pense que l'enjeu essentiel de la régulation et du nouveau cadre de régulation tel qu'il est défini, et c'est en cela que le rôle du régulateur d'ailleurs va profondément changer, c'est de rapprocher la performance attendue et les coûts. Jusqu'à maintenant, le régulateur français, il n'avait finalement de réelles actions, en tout cas pas via son avis conforme, que sur la tarification, et vérifier le bon niveau de la tarification. Et l'autre versant de son action, finalement, sur la performance du gestionnaire d'infrastructure, était relativement plus complexe parce que reposait sur un avis motivé, donc moins fort, et donc des règlements différents, et donc des actions plus longues qui s'étendent dans le temps avec plus d'incertitude. Là, aujourd'hui, on va rééquilibrer les pouvoirs quelque part du régulateur, et il aura les moyens de regarder la correspondance, et c'est d'ailleurs ce que la loi lui demande, c'est de bien regarder la correspondance entre les objectifs qui vont être fixés et les moyens qui seront alloués, et de regarder dans ce cadre-là les systèmes d'incitation qu'on peut mettre en place pour réduire les coûts. Et ça, je pense que c'est le vrai grand changement, à la fois pour la régulation, pour le régulateur, et aussi pour le gestionnaire d'infrastructure, parce que évidemment pour répondre à cette on vient d'un système qui n'a pas du tout été habitué à la fois à travailler en fonction d'objectifs précis de ses qualités de service, et d'autre part d'être challengé sur sa productivité. Et donc aujourd'hui, on a, dans un certain nombre de cas, on n'a même pas les indicateurs. Les bons indicateurs n'existent pas. Et donc il faut les construire, il faut mettre en place des systèmes d'information, et c'est des choses qui prennent du temps. Donc il y a un gros effort à faire de ce point de vue-là pour arriver à converger vers un système vertueux. Oui, alors j'ai compris que je devais aussi répondre. Donc moi, le colloque a été organisé par les services de l'autorité, auxquels, pour donner de bonnes incitations, il faut aussi laisser une marge de manœuvre aux gens pour les motiver, et donc ils nous ont expliqué que ce sujet était le bon sujet, mais je crois que c'est le bon sujet, et ça reflétait, donc je vais simplement dire deux choses. Une chose, alors c'est sous mon entière responsabilité, en prenant le risque, je regarde Pierre, notre président, je parle pas du tout au nom de l'autorité, et sous réserve, mon devoir de réserve, mais qui va s'arrêter d'ici un mois maintenant, donc ça va. Donc, moi, je pense que le constat qu'on a fait en tant que régulateur, c'est que contrairement à ce qui s'était passé, je dirais, sur les télécommunications, où quand on a fait les déréglementations, enfin les transformations du secteur des télécommunications, j'ai envie de dire que le cadre qui était la somme de Little Child d'un côté et puis de Baron Marson, La Font-Tirol, etc., de l'autre était complètement dans l'ADN de la construction, de la régulation, et tout le monde était conscient que, aussi grâce au progrès technique, mais enfin que la combinaison du progrès technique et d'une bonne régulation allait permettre de faire des progrès considérables sur de supprimer les excès de coûts qu'on avait dans des monopoles qui antérieurement étaient un peu endormis.
Et donc, donc il y avait cette perspective qui était très présente. Un peu curieusement, on a constaté, au fond, on s'en est rendu compte progressivement par nos différentes avis, décisions, etc., que la question des incitations à la suppression de ces excès de coûts, finalement, n'était pas beaucoup posée n'était pas beaucoup posé dans les cadres réglementaires dans le cas des textes sur la régulation ferroviaire, alors même que c'était un sujet absolument crucial parce que le secteur ferroviaire est concurrencé. Enfin, si on regarde le secteur, chaque segment du secteur ferroviaire est en monopole. Mais il faut regarder réellement son marché. En réalité, les TGV sont en concurrence avec l'aérien et avec tendanciellement les low cost. Le fret, évidemment, est en concurrence avec la route, etc. Et que du côté de la qualité, le secteur ferroviaire a plutôt des handicaps de rigidité, etc. S'il ajoute en plus que ses coûts sont excessifs, il n'a absolument aucun avenir si ce problème n'est pas adressé. Donc, je dirais que ce qu'a motivé ce colloque, c'est le constat que clairement la situation n'était pas satisfaisante. Donc nous n'avons pas encore un white paper ou quelque chose qui dirait voilà ce qu'on veut faire. Par contre, il y avait le constat, et je pense que la séance qu'on a eue aujourd'hui montre que tout le savoir-faire, tout l'état de l'art qu'on a en matière de construction de régulation incitative est absolument à mobiliser si on veut mettre le rail sur les rails du XXIe siècle. Donc la deuxième chose, c'est que pourquoi l'agenda aussi, c'est que comme on a une nouvelle loi ferroviaire en France, il nous paraissait aussi opportun, au moment où on était à un moment sensible de la réflexion sur l'avenir du ferroviaire, que ces enjeux de productivité soient pleinement mesurés et intégrés, et que les gens qui sont en charge de faire ce nouveau cadre réglementaire soient pleinement conscients que si on n'a pas le cadre de régulation adéquat pour créer des bonnes incitations, on aura sans doute des problèmes. Je dirais que donc de ce point de vue-là, donc je crois qu'il faut que je vais enchaîner sur 2 mots de conclusion. Donc moi j'en conclus que tout ce que vous nous avez apporté a confirmé ce besoin de réduire les excès de coûts, que l'état de l'art de régulation incitative est à mobiliser. Et j'ai noté 2 choses complémentaires, je crois, sur ce que nous avez dit. Je pense que dans nos débats, la question des subventions, c'est-à-dire que le fait que l'État reste un acteur majeur du dispositif et qu'il n'y a pas de cadre de régulation incitative qui sera clair si on n'a pas aussi clarifié à quoi servent les subventions, comment elles sont données. C'est-à-dire que si on reste dans la situation où en fait les subventions, c'est le bail-out du système, même s'il est plus ou moins caché sous des formes diverses, il est clair que clairement on est très très loin de cadres modernes de régulation, mais on voit là qu'il y a une spécificité du secteur et une difficulté qui est d'organiser et de bien intégrer cette dimension. Alors les 2 autres choses que je crois qui ressortent bien de la discussion, c'est aussi que pour faire évoluer les réformes, il faut avoir des objectifs en nombre limité et bien identifiés comme vous le suggériez. Mais il faut que ces objectifs soient congruents et qu'il y a besoin d'une vision partagée. Martine l'a dit aussi par rapport à la politique de l'énergie. Évidemment, après, chacun doit bien jouer son rôle. Et vous avez dit que vous ne croyiez pas au negotiated settlement quand il y avait encore l'ombre de l'État derrière, ou qui pouvait compliquer le jeu et le gaming qu'il faut supprimer. Par contre, il faut qu'à long terme, les gens aient une vision suffisamment commune. Je crois que ça s'est ressorti beaucoup de la discussion. Donc je pense, enfin, pour conclure, je veux moi remercier Pierre Cardot qui a introduit, Martine Kev qui a fait la lecture inaugurale, Richard Price, Cécile Georges, John Stern, Vincent Rius, Miguel, Andrew Smith et puis nos participants à la table ronde. Je pense que ce qu'on a pu échanger est extrêmement utile pour vous donner une réponse plus précise à votre question ou avec une liste d'objectifs et de roadmap qui nous permettra de prolonger. Mais je pense que soyez assurés que ce que vous nous apportez nous sera, je pense, très utile pour construire cela. Merci.
Another question. Yes. I must say that I've been disappointed by the French members of the panel. As far as it is concerned with Professor Stern's question, which was absolutely concrete, it was what exactly are the purposes, the objectives of the performance schemes in general. There has been said a lot about the objectives, but there is something which I'm missing. You talked about productivity. As an economist, I don't think that the purposes, the objectives of these schemes is raising productivity. I would say that it is raising cost efficiency, thus resulting in cost effectiveness. Raising productivity is something that doesn't have to do with these objectives. Another answer that was not given could be applied, but in another industry. This is competitiveness. As far as it is concerned with the infrastructure manager industry, competitiveness is not the first scope, is not the first goal. Cost efficiency, thus resulting in cost effectiveness, which has to do with the satisfaction given to the customers. Cost effectiveness has to do with satisfaction given to customers, keeping a standard level of quality. And as far as it is concerned with cost savings is something that has to do with the state being cost efficient and then cost effective. The infrastructure manager will need less subsidies, and so there are going to be cost savings on the part of the state. Am I correct? This was my question. Thank you. Vous avez tout à fait raison. Enfin, effectivement, on s'est pas je me suis peut-être pas exprimé de la bonne. J'ai pas employé les mots qui étaient les bons, mais effectivement, ce qui est important, c'est, enfin, pour parler en anglais, c'est value for money. C'est d'être le plus efficace en regard des objectifs qui nous sont fixés. Pour répondre à la première partie de votre remarque sur le fait qu'effectivement on n'a pas mentionné d'objectifs très très clairs de performance. Je crois que les enjeux aujourd'hui du système français sont des enjeux de régularité. On a de gros problèmes de régularité, notamment en Île-de-France. Et donc, les objectifs, on nous fixera un objectif de régularité, ou plutôt des objectifs de régularité en fonction des différentes parties du réseau. Ça sera la première catégorie d'objectifs qu'on va nous fixer. Je le pense, hein, c'est ma conviction, mais il n'y a aucune certitude là-dedans. La deuxième catégorie d'objectifs, je pense que ça portera sur la disponibilité. Dominique Bureau tout à l'heure a beaucoup parlé du fret. On a un problème de disponibilité des sillons pour le fret. Il n'y a pas assez de place sur le réseau, et donc il faut faire des choix qui permettront de dégager de l'espace-temps pour le fret. Et ça, c'est un facteur très très important, parce que aujourd'hui, on nous demande, tous les clients se plaignent de la qualité des sillons, du fait que y a pas assez, ils n'ont pas les sillons qu'ils veulent, les sillons ne sont pas de bonne qualité. Mais personne n'est prêt à payer, ou en tout cas même ne sait combien ça coûte de faire un sillon de meilleure qualité. Et donc ça, c'est très important qu'on ait des objectifs de disponibilité et de qualité des sillons pour pouvoir effectivement construire des politiques industrielles derrière qui permettront de montrer le coût et de faire les bons choix dans ce domaine.
Troisième type d'objectif qu'on peut avoir, c'est la sécurité. On sort malheureusement d'une année qui a été marquée par un accident très grave qui a coûté la vie à cette personne. Même si le gestionnaire d'infrastructure français se situe aujourd'hui parmi les meilleurs d'Europe en termes de sécurité, on ne peut pas ne pas avoir d'objectif dans ce domaine-là. Donc voilà les trois principaux objectifs. Et j'en ajouterai un dernier qui est sur la consistance du réseau. On a un réseau qui est vieillissant, avec un grand nombre de composants qui ont dépassé leur durée de vie nominale. Je pense que notre quatrième objectif, ça sera de stopper le vieillissement du réseau. Merci. Tout d'abord, je crois qu'il faut excuser Martin Kev, mais je crois qu'il faut qu'il puisse partir s'il veut avoir... il peut partir quand il veut, en tous les cas, puisqu'il y a son taxi qui va l'attendre. Je crois qu'il faut qu'on termine. Moi, peut-être provoquer juste en une phrase. Je pense que le problème qu'on a, on peut l'exprimer. Les gestionnaires d'infrastructures considèrent que leur objectif, c'est de mettre à disposition des infrastructures. C'est pas ça le bon objectif qu'il faut donner. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre qu'ils fournissent des services pour des end-user customers. La mise en place d'une régulation tarifaire incitative participe de ce projet, est un élément clé de ce projet. Mais donc le projet, c'est bien d'avoir des gestionnaires d'infrastructures qui fournissent des services pour des consommateurs, des usagers, enfin leurs consommateurs. Je crois que c'est dans cette perspective-là qu'on s'inscrit. Merci. Mais il y a encore beaucoup de travail.